Mesdames et messieurs, bonjour. Chers militants du RHDP, bonjour. Nous recevons ce jour l'honorable Yeo Fauzier, ex-député, membre de la coordination principale RHDP de Port-Bouët. Nous parlerons dans ce numéro, bien sûr, de politique, de sa passion pour le RHDP, mais aussi et surtout de la politique du parti au pouvoir dans la cité balnéaire de Port-Bouët. Bonjour, honorable Yeo Fauzier. Bonjour, cher frère. Présentez-vous au milieu de militants du RHDP et aux internautes. Je suis l'honorable Yeo Fauzier, ex-député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui conseiller économique, social, environnemental et culturel. Au plan politique, je suis donc départemental élu à Port-Bouët. J'ai fait mes lettres dans le RJR aux côtés des présidents Habib Sanogo, Odié Tchakouré et enfin Karamoko Yayoro. Et j'ai aussi fait mes armes, je veux dire, en tant que militant simple à Port-Bouët, président du comité de base, puis secrétaire de section et aujourd'hui secrétaire départemental. Donc voilà le résumé qui est là devant vous ce matin. Comment avez-vous intégré le RJR, c'est-à-dire le Rassemblement des jeunes républicains, une des plus puissantes structures du RDR, et d'où vient cette appellation de grenadier voltigeur? Je suis rentré dans le RJR à Port-Bouët depuis 1996, grâce à un frère qui est aujourd'hui sénateur dans le Poro. Et à l'époque, j'étais comme tout le monde, militant à la base. Après aussi, j'ai occupé des responsabilités au niveau de la section communale de Port-Bouët. J'ai été vice-président de deux présidents successifs. Le camarade qui a été le premier président donc, de cette structure à Port-Bouët, Bazoumana, et puis ensuite le camarade Choyinpo. Donc nous avons été ensemble dans l'animation du RJR. Après, j'ai occupé des responsabilités donc, au niveau national en tant que secrétaire national de la sécurité. C'est comme ça que j'ai terminé donc, ma mandature ou bien ma responsabilité dans le RJR en 2014 au profit du renouvellement de cette structure. Donc j'étais déjà à l'Assemblée nationale. Je suis sorti donc de la jeunesse pour m'occuper de d'autres responsabilités. Alors le terme grenadier voltigeur a été donné donc aux jeunes du RJR à l'époque, dirigé par le camarade Odié Tchakouré Joseph, qui est aujourd'hui sénateur, comme vous le savez. Et dans la tête du premier secrétaire général national du RDR, le camarade père à son âme, Jenny Kobina Georges, c'était les jeunes qui étaient les hussards de la République, comme il aimait les appeler, nous appeler. Ils nous considéraient comme le fer de lance de cette longue marche du RDR dans la conquête du pouvoir d'État. Et comme tout le monde le sait, ce n'était pas facile. Il a fallu par moments sauter des clôtures, il a fallu par moments assumer des courses-poursuites avec les forces de défense et de sécurité. Et dans sa joie, face à une jeunesse qui était debout, prête pour le combat, il a dit « Vous êtes des grenadiers voltigeurs ». Voilà comment le terme est né et nous sommes fiers de porter ce nom parce que c'était utile à l'époque. Honorable, vous avez donc été influencé par feu le secrétaire général Jenny Kobina et madame la secrétaire Henriette Daoudi-Diabaté qui ont abandonné tout pour s'engager dans la politique. Je réponds tout de suite oui. Moi, à double titre, parce que non seulement madame le professeur Henriette Daoudi-Diabaté était donc secrétaire général par intérim pendant un bon moment avant d'être titularisé avec le décès de notre premier secrétaire général national, mais surtout, moi j'ai eu la chance de l'avoir à Port-Bouët en tant que secrétaire communal. On a bataillé pour qu'elle accepte d'être à nos côtés à Port-Bouët et cela a aidé le RDA à l'époque à Port-Bouët à avoir plus confiance en lui. Et nous autres, nous pensons que nous sommes allés à la bonne école grâce à elle. C'est avec le professeur Henriette Daoudi-Diabaté que nous avons rencontré des cadres de haut vol, comme le professeur Limassou Fofana, père à son âme,
Tous ceux-là ont travaillé donc à façonner notre personnalité au plan politique. Et je voudrais dire que des femmes comme la professeure Annette Dagli-Diabaté, la Côte d'Ivoire n'en a pas eu beaucoup. Et nous sommes fiers de l'avoir côtoyée, nous sommes fiers de l'avoir suivie quand elle dirigeait les structures et les destinées du RDR en tant que parti politique à l'époque. Vous avez fait le combat pour la reconnaissance de la nationalité du président Alassane Ouattara. Ce combat a été semé d'embûches avec une longue crise sociopolitique qui a failli transformer la Côte d'Ivoire en une guerre civile en fin 2010, début 2011, occasionnant des milliers de morts. Mais aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, dirige la Côte d'Ivoire avec une main de fer et le pays se porte relativement bien. Peut-on dire que votre combat a payé? Absolument, le combat a payé parce que quand vous êtes jeune, que vous décidez de vous engager dans un combat qui a été le nôtre à travers le RDR où tout était mesquinerie, tout était dénigrement de notre président, tout était méchanceté à l'endroit de notre président, je veux dire, vous ne pouvez être que fier quand vous voyez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais vous avez parlé des difficultés qu'on a traversées. Je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Les questions de nationalité qu'on a voulu donc utiliser contre notre président. Mais nous, les jeunes, depuis 1998, avions eu la chance de voir les documents qui par la suite ont été présentés par le président, son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre de la conférence nationale de réconciliation, dit-on à l'époque. Mais nous avions été convaincus de ce que notre président était bel et bien ivoirien. Nous savions que notre combat était juste et noble. C'est pourquoi on n'a pas reculé. Parce que quand vous adhérez à une cause et que vous-même, vous n'êtes pas convaincu de la justesse de cette cause, vous menez un combat qui est faux dès le départ. Mais nous savions que non seulement nous avions la bonne personne qui avait les qualités requises pour faire avancer la Côte d'Ivoire, mais que tout ce qui était dit à son encontre, tout ce qui était fait contre lui, ce n'était que méchanceté pure et simple. C'est pourquoi nous avons cru en ce combat et aujourd'hui Dieu nous donne raison. La crise post-électorale, pour ceux qui me connaissent savent que j'ai été un acteur de cette crise. C'était une bêtise humaine. On connaît ceux qui ont fait cette bêtise, mais le président est tellement sage. Il nous enseigne qu'il faut tourner la page. Quelles que soient les difficultés qu'on vous a fait endurer, il faut savoir pardonner. Et dès lors que tous les livres saints s'accordent à dire que le pardon est divin, alors nous disons que le président a vu juste. Nous sommes à son école et nous sommes heureux qu'il ait donné l'exemple, qu'il soit un modèle de pardon par rapport à tout ce que nous l'avons vu faire. Tous ceux qui l'ont pourfendu par le passé ont trouvé mansuétude aujourd'hui auprès de lui. Dès lors qu'il nous donne ce message, la Côte d'Ivoire ne pouvait qu'avancer. Parce que par ailleurs, ce qu'il a réalisé à la BCEAO, ce qu'il a réalisé à travers tous ces passages à la FMI et donc à la BCEAO en tant que gouverneur, aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire qui en profite. Et si nous sommes enviés aujourd'hui de tous nos voisins, de tout le monde entier, c'est bien parce que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un d'exceptionnel. Nous sommes fiers d'avoir mené ce combat et nous sommes convaincus qu'avec lui, la Côte d'Ivoire va continuer à progresser pour aller encore plus loin. Honorable, revenons à la vie politique de votre commune, la cité balnéaire de Port-Boué, qui a toujours été considérée comme le bastion du PDCI RDA. Comment expliquez-vous que depuis 2011, le parti au pouvoir, le RHDP, n'est toujours pas à inverser la tendance dans cette cité balnéaire? Je voudrais tout de suite corriger pour dire que Port-Boué, sous la direction de feu Mme Hortense Aka-Angui, a été l'une des premières communes, je crois avec Marcory, à avoir depuis 2011 organisé des élections législatives en RHDP. Donc prétendre que le RHDP n'a jamais gagné à Port-Boué, c'est faire erreur. Parce que nous avons été élus, en ce qui me concerne moi,
avec aujourd'hui l'ambassadeur Kwadjo Kona-Berthe-Di Kakabe. Nous avons bel et bien été élus le 11 décembre 2011 pour un mandat à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en tant que des candidats RHDP. Ça n'a pas été facile, mais à l'époque, Hortense Akangui, paix à son âme, a réussi à obtenir cela des deux présidents, Feu Henri Konan-Bédié et du président Alassane Dramane Ouattara, la veille de la date limite de dépôt des dossiers, et nous avons donc déposé nos dossiers de candidature en qualité de candidat du RHDP. En 2013, les élections municipales de 2013, Hortense Akangui a été candidate à la fois proposée par le PDCI et proposée par le RDR. Les deux partis l'ont désignée comme candidate pour leur compte respectif. À la fin, elle a proposé qu'on fasse une liste RHDP. Donc, le conseil municipal de 2013 à 2018 à Port-Boué était bel et bien un conseil municipal RHDP. Ensuite, en 2018, nous sommes allés au municipal, je vais dire avec le ministre Yandou Fofana. C'est comme ça que, je vais dire, on a perdu la main. Mais je voudrais préciser qu'en 2016, au législatif de 2016, moi j'ai encore été élu en compagnie du docteur Moto Yao Armand en tant que candidat RHDP. Donc le RHDP a bel et bien déjà connu des victoires à Port-Boué. Voilà, donc je pense qu'il faut relativiser les choses pour ne pas faire fausse route. Aujourd'hui, on a des difficultés, mais je fais partie de ceux qui considèrent que ce n'est pas mission impossible. Dans la suite de l'interview, peut-être qu'on aura des éléments pour étayer le fait que j'ai foi en ce que le RHDP n'est pas perdu à Port-Boué. J'ai foi en ce que le RHDP continue d'être présent à Port-Boué et qu'on peut rebondir en récupérant tous les postes électifs à Port-Boué. Honorable, comment expliquez-vous la défaite de vos candidats aux dernières élections législatives? Et je parle d'Ibrahim Konaté et de Soro Tchotoro. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je fais partie de la catégorie de militants du RHDP qui se considèrent disciplinés à tout point de vue. Pour moi, même si le parti fait un choix qui peut être contesté, pour moi, il faut rester discipliné et se battre pour que cela aboutisse. Mais comme l'a dit quelqu'un, je crois sur un plateau télé, pour gagner une élection, il y a un triptyque qu'il faut réunir. Il faut des moyens pour faire la campagne. Il faut jouir d'une certaine légitimité. Et il faut être acceptable par l'électorat. Port-Boué, c'est 145 000 électeurs inscrits officiellement environ sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. La dernière mouture. Mais celui qui a été élu aux dernières élections législatives ne l'a été qu'avec 13 000 voix. S'il n'est pas capable même, alors qu'il est député maire, de mobiliser le 10e de l'électorat de Port-Boué, ça veut dire qu'il y a un désaveu des électeurs vis-à-vis de lui. Alors la question qui se pose à nous autres RHDP, c'est pourquoi le reste des électeurs n'adhèrent pas à nos choix. Donc, je pose la question et je la laisse ouverte pour que aussi bien la direction que nous qui sommes militants acteurs à Port-Boué, que nous trouvions réponse. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce grand nombre des électeurs de Port-Boué qui par le passé a fait confiance au RHDP, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils adhèrent à nouveau aux différents candidats que le RHDP se désigne pour les élections différentes à Port-Boué? Voilà la problématique. Mais rassurez-vous, nous n'avons pas fui nos responsabilités. Nous avons organisé un séminaire dans lequel nous nous sommes dit les vérités. Nous avons diagnostiqué les mots et je ne fais pas partie de ceux qui vont étaler les mots sur la place publique. Je pense que nous nous sommes parlé en interne. La catharsis a eu lieu entre nous, militants et acteurs de Port-Boué. Je pense que vous allez voir les actions qui vont être mises en place très bientôt pour non seulement redonner confiance à nos animateurs, redonner confiance à nos militants et réussir donc
la relance de la machine au niveau de Port-Boué dans le cadre des élections sous bannière RHDP. Revenons à l'actualité nationale de ces derniers temps qui a été marquée par la présidentielle et les législatives de 2025 et la formation d'un nouveau gouvernement par le président de la République et la création, surtout la création d'un poste de vice-premier ministre confié au ministre d'État, ministre de la Défense, Tine Birahima Ouattara. Quel commentaire en faites-vous? Moi, je fais partie des admirateurs du ministre d'État, Tine Birahima Ouattara. Et cela est basé ou bien construit sur des faits que j'ai observés. Et donc, c'est factuel. La crise des 49 militaires de Côte d'Ivoire qui avaient été détenus ou bien retenus par la République du Mali, si on n'avait pas à la tête de notre ministère de la Défense quelqu'un d'assez proactif, quelqu'un d'assez posé dans l'analyse, je ne suis pas convaincu qu'on aurait pu la résoudre avec tant de satisfaction. Ça, c'est le premier point que j'ai observé, que je peux relever, que j'ai observé en bien pour le ministre d'État, le ministre Tine Birahima Ouattara. La deuxième chose, c'est son calme. Il n'est pas homme à se répandre partout dès que, on va dire, il y a un petit bruit à côté. Non, il est toujours concentré sur sa mission. Mais regardez les premiers ministres autour de nous. Même en Afrique de l'Ouest simplement, je ne vous apprends rien, je ne citerai pas de nom, mais l'exubérance, la trop grande présence de certains premiers ministres sur les réseaux sociaux, sur la toile, sur on va dire sur les médias, mais ça plombe l'action gouvernementale et finalement on va de « Ah, je n'aurais pas dit ci, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû commenter comme ça ». Mais comme l'a dit quelqu'un que je considère comme un maître à penser pour beaucoup d'entre nous dans le RDR, je voudrais citer Feu Amadou Soumaoro, l'immobilisme vaut mieux qu'un faux pas. Quand vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez faire ou dire va être compris ou apprécié, il vaut mieux ne pas le dire ou le faire. Donc je pense que la sérénité du vice-premier ministre, ministre d'État, Tine Birahima Ouattara, nous a permis de faire l'économie de beaucoup de palabres sur la place publique inutiles. Et pour moi, il est à sa place. Il va apporter cette sagesse, cette tranquillité, cette sérénité dans la gestion donc, des choses de l'État, sans vouloir dire que le Premier ministre Begré Mambé ne le faisait pas bien. Mais il le faisait bien, puisqu'il a quand même beaucoup de résultats positifs à son actif. Mais je pense que créer un poste de vice-premier ministre, ça dépend du pouvoir discrétionnel de notre président de la République. Il sait pourquoi il nomme X ou Y à tel poste. Et comme jusqu'à présent, toutes ces décisions, toutes ces initiatives nous ont toujours apporté le développement, le bonheur partagé, les actions qu'on a permis, donc, que le chef de l'État a permis aujourd'hui aux Ivoiriens de vivre en paix et en bonheur. Pour le fonctionnaire que moi je suis, je sais de quoi je parle. Je peux vous garantir que moi je fais partie de ceux qui considèrent que quand le président Alassane Ouattara prend une décision, je considère qu'il a mûrement réfléchi et qu'elle va porter des fruits. Je peux vous garantir qu'au poste de vice-premier ministre, le ministre d'État Tine Birahima Ouattara va apporter encore beaucoup de satisfaction à notre nation qui a besoin de quiétude, qui a besoin de stabilité, qui a besoin de calme pour continuer à prospérer et donc expurger tous les démons du passé qui n'est pas si lointain. Donc allons-y et puis en avant pour la Côte d'Ivoire qui continue sur sa marche sur le long chemin du développement. Honorable, derrière cette création du poste de vice-premier ministre, n'a-t-il pas une intention de transmission du pouvoir qui ne dit pas son nom?
comme tout le monde, j'entends certains commentateurs sur les réseaux sociaux, sur certains plateaux télé ou radio diffusés, parler de cette possibilité de ce que le vice-premier ministre puisse un jour donc occuper le fauteuil présidentiel. La question qui me vient à l'esprit, pourquoi pas lui? Pourquoi quelqu'un d'autre forcément? Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tantôt, moi je préfère à la tête de mon pays quelqu'un qui m'éloigne des fameuses dérives qui nous ont conduits à la crise post-électorale, quelqu'un qui me garantit qu'il peut être capable de s'humilier pour régler des différends, des incompréhensions même passagères avec nos voisins, et quelqu'un qui a le relationnel pour permettre à la Côte d'Ivoire de continuer de briller sur l'échiquier international, régional et continental. Bref, pour moi, je réponds à ceux qui pourraient peut-être voir du mal ou bien avoir des problèmes avec cette possibilité. Je leur pose la question, pourquoi pas lui? Honorable Yeo Fouzi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un dernier mot et un appel à vos militants et aux internautes. Je voudrais commencer par dire merci à ceux qui ont eu l'idée de mettre donc ce canal de communication pour le compte de notre parti sur pied. C'est bon de nous permettre, nous autres qui sommes en contact avec la base, de pouvoir souvent nous exprimer. Et quand cela est fait, on ressort de ces rendez-vous avec l'idée que là-haut, au niveau de la direction, les gens veillent sur nous. De là-haut, au niveau de la direction, les gens ont besoin de nous entendre. Et c'est important pour nous autres. Ça galvanise, ça ragaillardit et ça met du baume au cœur. Je voudrais, à l'endroit des militants, en commençant par ceux de Port-Boué, leur dire que la maxime populaire qui dit que après la pluie vient le beau temps, pour moi est une réalité. Ce qui a été hier peut être à nouveau aujourd'hui ou demain. Restons mobilisés. Taisons nos querelles de personnes, mais acceptons aussi de nous dire la vérité. Parce que quand on vous propose un challenge, vous vous regardez dans le miroir. Comme a le dit notre secrétaire exécutif apprécié, dont moi je fais partie de la cohorte de jeunes qui se considèrent comme étant à son école au plan politique, il y a un moment dans la journée où quand on est assis seul, on ne peut pas se mentir. Donc ça ne sert à rien d'accepter des responsabilités quand on sait qu'on n'en a pas la capacité. Ça ne sert à rien de dire oui à une candidature, par exemple, quand on n'est pas sûr de se donner les moyens de conduire le parti vers la victoire. Il faut que les cadres soient honnêtes les uns avec les autres, qu'ils acceptent qu'on puisse leur faire des critiques et que donc chacun de nous accepte la remise en cause individuelle et personnelle. C'est à ce prix que le parti va donc avoir le dialogue en interne et du dialogue interne va naître donc les solutions pour que notre parti reste longtemps au pouvoir. Il est clair que la gestion du pouvoir après sa conquête est difficile. Même l'ANC, ce grand parti politique en Afrique du Sud, a des difficultés aujourd'hui. Mais par contre, on a des partis dans le monde qui sont des modèles de pérennité. Le RHDP s'est donné ses moyens. Aujourd'hui, le RHDP n'est plus un parti qu'on peut affecter à une région, à une ethnie ou à une religion X en Côte d'Ivoire. Dès lors que c'est ce parti de rassemblement que le président de la République a su mettre sur pied, nous tous, nous devons pouvoir nous y sentir à l'aise. Mais en même temps, il faut savoir souvent s'effacer pour laisser les intérêts du parti, je vais dire, éclore. Je pense que si les militants acceptent donc le dialogue interne, si chacun accepte d'assumer les responsabilités qu'il sait pouvoir mener à bout, alors on devrait pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai foi en le RHDP. Au moins, il nous met à l'abri de la politique ethniciste, il nous met à l'abri de la politique régionaliste,
Et je suis convaincu que c'est de ce parti que va naître la Côte d'Ivoire de demain, dans laquelle tous les Ivoiriens se sentiront d'abord un et unis. Cela a existé dans ce pays. Avec le RHDP, cela peut revenir. J'y crois fortement. Merci.